Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Justine Lehu, paysagiste au CAE de la Gironde, et je vais animer l'ensemble des modules avec l'aide de Claire Garnier, qui est responsable de formation et qui sera en coulisses. Yves Caraglio, vous êtes botaniste et chercheur au CIRAD de Montpellier, spécialisé en architecture et modélisation de la croissance des végétaux. Donc moi, je suis plutôt au-dessus du sol, contrairement à Claire. C'est pour ça qu'on travaille un petit peu ensemble. Moi, je suis moins opérationnel que Claire, puisque je suis plutôt dans un organisme de recherche. Je suis très préoccupé, en tous les cas, par le fait que ça puisse être pratique. Donc, je vais vous présenter un petit peu des éléments sur l'appareil aérien, tige et feuille. On va commencer plutôt par la feuille parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent et c'est ce dont on parle le plus souvent. Voilà, c'est vert. La plante, elle se résume souvent, c'est vert. Les feuilles, effectivement, on les connaît vraiment pour la photosynthèse. Je pense que vous voyez ma flèche hein, sur l'écran aussi. Donc, je vais vous montrer aussi quelques petits aspects qui permettent de comprendre comment la plante gère un petit peu les mouvements d'eau importants, hein, puisque les racines ont précédé cet exposé-là, la partie absorption. Mais en fait, c'est surtout une montée de l'eau par la transpiration des feuilles. Donc, en fait, la feuille est échauffée par les rayons du soleil et ça provoque un mouvement d'eau qui se déplace dans la tuyauterie, on va dire, de la plante, depuis les racines jusqu'aux feuilles. Donc, c'est vraiment une pompe aspirante. En contrepartie, cette eau va s'évaporer à travers des petits trous qu'on appelle des stomates. Et ces trous permettent à la fois la sortie de l'eau et une évapotranspiration, mais aussi l'entrée du CO2 pour réaliser la photosynthèse. Donc en fait, l'eau va servir à deux choses, permettre l'élévation de l'eau captée dans le sol par les extrémités racinaires et les éléments nutritifs, donc les amener au niveau de la feuille pour qu'il y ait la photosynthèse qui soit réalisée, mais aussi on va avoir un système de refroidissement de la feuille. C'est un système par refroidissement à eau et par conséquence, hein, autour des feuilles, autour du feuillage plus généralement, on a une hygrométrie qui augmente et par la dissipation de l'eau en vapeur d'eau, on a un abaissement de la température. Donc ça fait le côté refroidissement qu'on met souvent en avant, hein. Donc il y a la partie ombrage, simplement au fait de la présence des feuilles, et puis il y a une partie qui est hygrométrie, qui augmente, et donc un refroidissement de la température ambiante. On dit très souvent, l'arbre régule la température, ça va nous permettre d'atténuer la température globale sur le milieu urbain. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que ça marche si on a de l'eau. Alors, dès qu'on a un petit peu de problème d'accessibilité, les petits trous qu'on a dans les feuilles, ils vont se mettre sous tension. Voilà, et l'eau va avoir du mal à sortir parce qu'il y a un jeu de sensibilité de la colonne d'eau par rapport à la température foliaire et par rapport à l'accessibilité à l'eau par les racines. Et donc, selon la sensibilité de l'espèce, ces stomates vont se fermer plus ou moins rapidement. Et donc, ça, si les stomates se ferment, il n'y a plus de transpiration. Il reste l'ombrage. Alors, on a d'autres systèmes où ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que l'aspiration, elle se fait, et puis l'accessibilité à l'eau va se réduire. Alors, il y a toujours de l'eau, mais elle n'est pas forcément accessible par les racines. Donc, dans la porosité du sol, toute l'eau disponible n'est pas accessible. Et donc, ça va amener des phénomènes un peu plus violents. Certaines plantes ne vont pas fermer leurs stomates, mais on va avoir des bulles d'air, ce qu'on appelle une embolie. Et puis, propagation de ces bulles d'air, c'est la petite colonne blanche qui va se mettre en place ici. On a tout un cheminement qui n'est plus avec de l'eau, mais la colonne d'eau est interrompue par une colonne d'air. Et du coup, il n'y a plus de transfert. Et alors, on peut avoir une dessiccation, un dessèchement, alors soit uniquement foliaire, soit des tiges, donc ça dépend les stratégies. Alors, l'accessibilité à l'eau est importante. Là, je vous ai mis quelques chiffres, hein. On a besoin de 30 à 40 litres par jour pour un jeune arbre, 200 jusqu'à 500 litres et plus pour des grands sujets, des grands arbres. Donc forcément, le type de sol, la préparation, le contexte dans lequel va se développer l'arbre, il va permettre ou non
de répondre un petit peu aux enjeux ou à ce qu'on espère que l'arbre va nous donner. Et alors, ça me permet d'aller juste à un truc assez d'actualité. On dit, qu'est-ce qu'on va planter pour demain? Et donc, on se dit, bah, il fait sec. Et donc, on va chercher des plantes adaptées au sec. Alors, les espèces qui sont dites adaptées au sec, elles ont des stratégies pour ce cas-là, on n'a pas d'ombrage. On n'a que de l'ombrage, pardon, et pas d'abaissement de la température, et on n'a pas de photosynthèse. Si les stomates ne sont pas ouverts, il n'y a pas de CO2 qui rentre, donc il n'y a pas de photosynthèse. Il y a une autre stratégie, c'est que finalement, pour se mettre à l'abri du manque d'eau, et donc là, on va parler de tolérance d'espèces très tolérantes, on fait tomber les feuilles. Alors là, on n'a plus d'ombre et plus d'hygrométrie. Alors, dans le premier cas où on a une accessibilité à l'eau, un bon développement et pas de limitation, on a l'arbre et l'homme qui sont contents. Dans le cas où on a un problème d'accessibilité à l'eau et puis pour certains tempéraments d'espèces, eh ben, l'arbre et l'homme vont être en tension dans les deux cas. Fermeture stomatique, pas de photosynthèse, etc. Donc, en gros, je ne meurs pas de soif, mais je meurs de faim parce que je ne peux pas faire de la photosynthèse. L'autre cas, l'arbre, lui, se met en sécurité, la chute des feuilles, ça lui permet de faire ça, mais l'homme, lui, il transpire. Donc voilà, on a des stratégies différentes. Donc, en tous les cas, une des choses qu'il faut absolument faire, c'est pas miser sur une espèce ou un groupe d'espèces adapté au sec. Il faut vraiment mélanger les tempéraments des espèces. Autant par les conditions racinaires qui ont été évoquées tout à l'heure, sensibilité au régime hydrique, et on reviendra à la fin d'exposer sur d'autres stratégies, il faut vraiment mélanger les espèces, ne pas avoir peur de faire de la mixité. Alors, en termes d'espèces d'arbres, mais aussi en termes d'espèces d'autres types biologiques, hein, mélanger des arbustes, des petits arbres, des grands arbres. Ça, c'est certainement une des solutions à mettre en œuvre. Alors, ce régime hydrique, ben, forcément, vous voyez que la plante va y répondre. Quand on va avoir des plantes qu'on va mettre dans un milieu urbain, ben, déjà, ils sortent de la pépinière. Alors, en pépinière, ils sont plutôt bien alimentés, on les arrose, on les bichonne, du point de vue hydrique. Donc, ils mettent en place plutôt de la conduction avec du gros diamètre, des tuyaux de gros diamètre. Ils ont une forte croissance, des larges cernes. Et en fait, quand on va les enlever du milieu pépinière, ils vont se retrouver dans des conditions plus difficiles. Il va falloir réamorcer tout le système, réalimenter les points en croissance qu'on a laissés sur la plante. Et donc ça va amener de grosses difficultés de reprise en plantation avec des dessèchements en tête, des réactions sur l'ensemble de la structure. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, et notamment la dimension des sujets plantés en fonction du contexte, mais même de manière générale, Claire l'a déjà évoqué, le suivi de l'arrosage et puis gérer aussi la surface transpirante. On y reviendra un petit peu dans les aspects de conduite et de taille à la plantation. Voilà, il ne faut pas oublier que la plante subit une grosse même manière, elle est prise dans le contexte, et puis surtout, on a enlevé un petit peu de la partie racinaire, et donc on a un problème d'amorçage de la ponte. S'il y a l'évapotranspiration qui se fait par de la feuille qui se met en place, et on y reviendra aussi plus tard, ce n'est pas forcément suivi par un mouvement d'eau qui amène à l'absorption racinaire. Donc forcément, il y a des dessèchements qui vont se mettre en place. Voilà le système un peu général de la plante. Dans ces mouvements d'eau, l'eau étant le principal élément qu'on met en avant par rapport au changement climatique. Mais il y a plein d'autres éléments qui arrivent, et autant le système racinaire est imprévisible dans son déploiement, autant la partie aérienne, elle est de la même manière ancrée par les racines, mais autant pour les racines, il faut trouver de la ressource nutritive et de l'eau, autant pour la partie aérienne, il faut trouver de la lumière pour pouvoir être en capacité de faire la photosynthèse. Pour attraper ces ressources, structures dans l'espace, donc à partir d'une certaine dimension de départ, forcément, l'arbre, plus que tout autre, va tenter de déployer son système en hauteur et en largeur. Alors, il ne faut jamais oublier cette idée-là, quel que soit le cas d'une plantation, la plante va continuer à construire. Alors, cette construction, elle ne se fait pas n'importe comment, elle se fait à travers des règles très, très précises. L'arbre, comme tous les végétaux, sont des organismes très, très organisés. Et il y a une répartition, en fait, alors, nous on dit de fonctions, mais associées à des structures organisées pour aller vers le haut. Un arbre, par essence, ça pousse vers le haut. Ensuite, il tient debout tout seul. Alors on y reviendra là aussi.
Et puis, il y a une répartition des rôles. Tous les axes ont les mêmes capacités, les mêmes facultés. Il va vers le haut, il a un déploiement des axes tout autour de lui. Il a une forte croissance en épaisseur puisqu'il intègre toute la photosynthèse de tous les axes et donc toutes les fonctions photosynthétiques des feuilles portées. Il porte tout le système. Et puis, un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est la relation directe avec le système racinaire. Donc, toute lésion au niveau du tronc va entraîner des problèmes d'alimentation dans les deux sens, puisque la photosynthèse, autant elle a besoin de l'apport des substances nutritives et de l'eau depuis les racines, autant les racines, pour avoir de la croissance, ont une nécessité d'avoir des produits de la photosynthèse qui sont exportés vers le bas, vers les points racinaires en croissance. L'architecture du jeune arbre, alors bon là c'est un exemple sur le ginkgo biloba, mais voilà, donc il y a le tronc, il y a les branches qui vont permettre de déployer la structure et donc d'occuper, d'avoir une compétition latérale avec un volume qui s'inscrit plus facilement et qui est plus prédictible que le système racinaire, parce que là, l'hétérogénéité du milieu, même si elle existe, elle est moins forte, et même s'il y a de la compétition entre, bon, si on prend un système forestier avec des plantes qui sont à côté, bon, ben, on a quand même une prédiction de la production des axes latéraux et on voit un petit peu mieux quand même comment peut se déployer la structure, encore plus prédictible quand on est dans des milieux ouverts ou dans des plantations en type d'alignement. Alors, sur l'exemple du ginkgo, il y a une catégorie, on parle de catégorie plutôt orangée, là, qu'on va retrouver pas mal d'endroits dans la plante. Alors, vous avez vu que le tronc est unique, les branches sont par dizaines, les rameaux, ben, il y en a déjà un peu plus. Et eux, ils n'ont pas beaucoup de défilements, ils ont quelque chose d'assez régulier en termes de diamètre. Ils ne grandissent pas beaucoup en longueur, hein, ils ont une durée de vie qui peut être moyen terme. Eux, ils ont une fonction essentielle, c'est de porter toutes les petites structures, là, ce qu'on appelle des rameaux courts. Alors sur le ginkgo, c'est très joli, hein. Ça porte à la fois des toutes petites feuilles très rapprochées et ça porte la reproduction, mâle ou femelle, hein, puisqu'il y a des ginkgos qui sont uniquement mâles et des ginkgos qui sont uniquement femelles. Et cette petite structure, aussi petite soit-elle, c'est les axes les plus nombreux dans toute la structure. Et donc, c'est eux qui réalisent le maximum de photosynthèse. Donc, c'est vraiment le moteur. Donc, c'est ce qui va fournir le carburant à la plante pour faire sa croissance. Et donc, ces petits axes, alors on dit des fois, ben, c'est petit, là, on va couper. Ben non, justement, c'est les plus importants de la plante. Parce que c'est eux qui permettent que tout le système, et pas que l'appareil aérien, pas que les tiges, mais aussi que les racines fonctionnent. Donc voilà, on pourrait en discuter pendant de très longues heures hein, sur ce système-là. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'idée que chaque élément a son importance et les plus petits ne sont pas les moins importants. Alors, à un niveau plus global, quand on regarde la structure de l'arbre qui se met en place, je vous disais c'est prédictible. Alors, c'est même des fois avec des caractères très intéressants. Le changement de forme au cours du développement, du jeune arbre à l'arbre sénescent sur la gauche, enfin de la gauche à la droite, il y a une forme qui change. On est très pyramidal quand on est jeune. On est très hiérarchisé autour du tronc. Et donc, c'est ce que je vous évoquais là dans juste l'explication précédente sur le ginkgo. Le tronc, il structure tout le monde. Et puis, quand la plante grandit, bah, elle va avoir tendance à se démultiplier, à démultiplier des troncs. On parle de stratégie de réitération, hein, c'est des gros mots, mais voilà, c'est des dédoublements et ça se manifeste par la visualisation de fourches dans la structure. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Et puis, ce nombre de fourches évolue au cours du temps et la cime s'arrondit de plus en plus. Et elle devient hémisphérique et de plus en plus aplatie. Et en fait, au bout d'un moment, la plante se stabilise en hauteur. La croissance est très efficace du jeune arbre, on va dire, au stade mature. Et puis là, il y a une stabilisation de la hauteur, mais la plante continue d'allonger ses axes, simplement moins vers le haut. Et là, l'arbre se met en équilibre avec les conditions du milieu, on va y revenir. Et donc, il a atteint une hauteur maximale qui est fonction des ressources. Et puis, ben, le développement se continue. Puis la plante, ben, si elle est dans un contexte suffisamment tranquille, elle va continuer sa vie en se déstructurant petit à petit, ce qu'on a la phase de sénescence, avec de la mortalité qui se met en place, mais pas de la mortalité d'origine traumatique, la mortalité qui s'installera tout simplement de manière cycle de vie avec des mortalités apicales à gauche et à droite. Alors, on peut avoir des perturbations hein, tout au long de la vie de la plante qui se mettent en place, et donc on va avoir des accidents et de la réactivité.
Alors, on a des signes de cette réactivité, des fois qui sont assez violents. Alors, sur la gauche, vous avez un exemple de hêtre, hein, c'est un arbre forestier, hein, on peut en trouver en parc aussi. Et ben, de temps en temps, on a une structure qui ne montre plus une direction, une progression vers le haut, mais une structure plutôt en forme de table. On a une structure tabulaire. Et ça, cette structuration-là, elle se met en équilibre avec les ressources du milieu, mais elle n'arrive plus à progresser vers le haut. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une phase d'attente. Et ça peut se transformer malheureusement dans un blocage définitif et la plante n'évoluera plus du tout en hauteur. Elle va pouvoir poursuivre sa vie ou se dégrader et mourir. Et c'est ce qu'on a sur l'exemple d'à côté. Alors, je vous ai mis le cèdre, parce que le cèdre, il est connu pour faire la table. Alors, il a une forme tabulaire qui s'installe quand il se développe bien, à partir du maximum des ressources mobilisables par l'individu, ben, il va atteindre une certaine hauteur et il va mentionner sa hauteur finale par ce changement de progression vers le haut qui passe en forme tabulaire de manière assez violente et caricaturale chez le cèdre. Et en fait, là, dans la situation qui est sur la photo, on a un cèdre qui a été planté sous un autre. Ça indique que sa progression verticale est terminée, il est dans un stade de blocage. Et donc, c'est soit un maintien s'il a assez de ressources pour se maintenir dans cet état-là, soit une dégradation inéluctable et puis une mort à la fin. Donc, vous voyez que juste avec la structuration de l'enveloppe de la plante, on peut déjà avoir une petite analyse de ce qui se passe en termes de ressources et du milieu. Un stress, à une difficulté d'acquisition des ressources, qu'elle soit due à un problème de prospection racinaire ou à un problème de stratégie aérienne, on va avoir de la réaction qui se manifeste, et notamment par ce qu'on appelle les rejets. Et alors ça, très souvent, il y a une connotation, l'arbre est plein de choses qui ne servent à rien. Et donc l'arbre sale, on va le nettoyer. Et donc très souvent, ça s'accompagne d'une coupe, d'une ablation des structures qui sont le long du tronc, parce que forcément, dans notre idée, c'est l'arbre, il pousse vers le haut, le tronc, il se dégarnit et construit une structure type très colonnaire, et il n'y a rien dessus. Si ça revient dessus, c'est que voilà, ça n'a rien à faire ici, il faut l'enlever. Et donc, je vous ai mis une structure ici d'un hêtre en milieu naturel dans des endroits très perturbés. Et en fait, tout ce que vous voyez qui va porter les feuilles au printemps, toutes les structures, là, ce ne sont que des rejets. Donc, c'est des structures réactionnelles suite à des intempéries, des coups de vent, du gel, etc., des coups de sec aussi. Mais pourtant, la plante, elle est complètement structurée et elle poursuit sa vie sans problème. Simplement, elle a garni sa structure de tronc par plein d'éléments qui remettent en place quoi? Ben, des branches, on va dire, et donc de la surface foliaire pour continuer à vivre, à se développer. Dans le cas de la photo de droite, là, on a une structure là, qui est en train de s'organiser pour refaire une organisation branche, rameaux courts, etc., comme sur le jeune arbre, parce que en haut, la plante n'arrive plus à alimenter les points en croissance d'origine, du fait d'une perturbation, une mise alors là plutôt on était dans une ambiance forestière, on est passé dans une ambiance très milieu ouvert. Donc, il n'y a pas de concurrence à l'intérieur de ce qui se passe dans la plante, c'est elle qui gère. Et donc, Christophe Drenou avait proposé le terme de suppléant et pas de rejet, hein. C'est suppléant parce qu'il supplée à un manque de fonctionnalité, en l'occurrence, là, par exemple, la photosynthèse. Et il n'y a pas de concurrence par rapport au terme qui est souvent employé de gourmand. C'est plutôt en arboriculture qu'on utilise ce terme, hein, gourmand, parce qu'il y a une compétition là, interne dans l'arbre entre le végétatif, produire des rameaux et des feuilles, par rapport à l'objet attendu dans l'arbre fruitier qui est du fruit. Donc ça, c'est une gestion par la taille qui se fait, mais il n'y a pas de compétition interne au sein de l'organisme. Lui, il gère son organisme comme il faut. Alors forcément, quand on laisse des choses sales sur le tronc, ben, les services en charge des collectivités pour s'occuper des arbres, ben, ils sont un petit peu montrés du doigt. Donc il y a de la pédagogie à faire là-dessus, il y a de l'explication à faire, de la sensibilisation, alors à la fois dans les services, mais aussi par rapport au public et par rapport aux citoyens. Donc, c'est pas chose facile, mais voilà, il faut le faire pour que ben, l'arbre rende les services qu'on lui prête, hein, et sinon, ça ne marche pas. Alors, une illustration d'un gourmand, je l'ai intitulé là, exprès, hein, un gourmand qui construit en fait le tronc, c'est le cas du Paulownia.
où le Paulownia se construit avec un premier élément qui met en place toute une structure très, très florifère et donc très esthétique. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, on va avoir sortir des grands axes qui passent à travers, et ça, les gens vont les couper la plupart du temps en disant ben, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Et en fait, c'est ce système-là voilà, qui de sa déploie une nouvelle structure florifère. Puis petit à petit, ces étages, on va dire, de structures florifères, de grandes branches, se succèdent, par ici, et la juxtaposition, vous me permettez l'expression, qui se sont succédés pour construire du Paulownia. Alors, il y a d'autres modes de construction, et des fois qui amènent un peu à une incompréhension entre le gestionnaire et l'arbre, notamment les plantes qui se construisent par empilement. Et on a du mal à considérer que ben, ça va donner un tronc rectiligne. Et donc, on a tendance à tailler ou perturber le système pour indiquer le droit chemin à l'arbre, droit chemin qu'il est vraiment le seul à connaître dans ben, en fonction des ressources, en fonction de l'environnement proche qu'il a. Donc, des exemples comme le robinier ou le févier sont un petit peu l'objet de ces incompréhensions. De la même manière, les arbres qui ont tendance à non pas dégager une belle flèche comme un sapin, comme un hêtre, ben, qui ont tendance à faire des fourches en tête au sommet de la plante. Et ça, c'est des fourches qui permettent à la plante d'ajuster leur système et de décider l'alimentation du meilleur point de croissance du point de vue de l'arbre et donc d'enchaîner euh, les successions de ces fourches pour construire le tronc. Alors, face à ça, l'homme souvent va essayer d'intervenir en tutorant, en taillant, en coupant un des brins de la fourche. Alors, est-ce que c'est celui que l'arbre avait choisi? Ben ça, l'année d'après, on le sait, puisque si ce n'était pas celui-là, ben, l'arbre vient le remettre. Alors, ça veut dire de la contrainte aussi, mais dès qu'on relâche la contrainte, ben, l'arbre va essayer de remettre en place un équilibre à l'intérieur de son système. Ça, c'est de l'incompréhension, j'allais dire, sur la manière dont se construisent les plantes. Après, il y a une incompréhension où je dis faut attendu sur l'arbre parce que quand on plante quelque chose à quelque part, et notamment avec de l'aménagement qui est prévu, on va dire, ben là, on va mettre une essence de première grandeur pour faire un aspect masse, etc. Et donc, il y a plusieurs classifications au niveau de l'utilisation paysagère des arbres. Mais en fait, première grandeur, certes, hein, si les ressources du milieu lui permettent de se développer pleinement. Dans le cas contraire, la plante va avoir une dimension ben, inférieure. Elle va essayer de se mettre en équilibre avec le milieu et c'est d'autant plus facile quand on est dans une colonisation naturelle, une implantation d'une graine dans un milieu. Donc là, je vous ai illustré la même espèce, le pin laricio de Corse, très bien développé sur la photo de droite. Et puis, ben, la même espèce, alors pas très loin, hein, à quelques dizaines de mètres, mais dans un endroit moins favorable, juste sur des gros blocs granitiques, où il a quelques fissures pour pouvoir s'installer et se maintenir, mais donc il va équilibrer, ne pas mourir, même s'il y en a qui peuvent mourir, hein, mais du coup, on n'aura pas un arbre tel qu'on l'imagine, et ça reste la même espèce. Donc ça, c'est dans l'implantation naturelle, l'espèce, les individus d'une espèce arrivent à réguler leur fonctionnement. Quand nous, on fait une contrainte imposée, c'est-à-dire qu'on met la plante à un endroit, eh ben, elle va réguler elle aussi pour mettre au mieux l'équilibre de sa structure avec les ressources disponibles et les capacités d'exploration et colonisation, que ce soit au-dessus ou au-dessous. Donc ça, forcément, ça impose quelque chose. Claire en a parlé dans la préparation en pépinière. Il faut les préparer vraiment au contexte urbain dans lequel on va les mettre. Parce qu'un arbre, ça reste toujours des ressources, des équilibres entre le dessus et le dessous, et au terme, une dimension de l'organisme. Alors, ce problème d'ajustement de la structure quand on la plante quelque part, ben, c'est ce qu'on a, le premier élément qui arrive dans la reprise après plantation. Donc, effectivement, dans la plupart des cas, on a bon, le dessèchement violent et rapide, ça peut arriver, mais dans beaucoup de cas, on a un petit souffle pour les plus mauvaises fournitures, un petit souffle de mise en place de feuilles. Mais les feuilles,
avec de tout petits axes et qui peuvent garnir l'ensemble de la structure et donc faire salle, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne suffit pas pour que la plante se structure. Et alors, ça ne suffit pas d'autant plus que cette photosynthèse doit permettre aussi un investissement dans la construction du système racinaire. Il ne faut jamais l'oublier, ce truc-là, hein. Et donc, on part toujours avec une amputation du système racinaire, donc quelque chose à remettre en place. Donc, il y a une consommation très forte dans les premiers instants, dans les premières années de la vie de la plante, qu'on vient de sortir d'un milieu où, j'allais dire, tout était rose, et puis là, dans un milieu où finalement la ressource hydrique, pour ne parler que d'elle, n'est pas forcément disponible et accessible d'entrée. Alors, quand on parle de la reprise, eh ben, il y a différents niveaux de l'analyser. Donc, sévère, ok, on est content. Bon, c'est peut-être pas suffisant. Et une plante peut ne pas mourir, mais ne pas se développer. Et ce que vous voulez, a priori, quand on plante quelque chose dans le domaine public, c'est que ça se développe et que ça atteigne, en tous les cas, un aspect paysager. Alors, contractuel, peut-être pas, mais au moins, en tous les cas, qui se rapproche de la vision des projections de l'aménagement du lieu. On peut se développer petitement, on peut se dégrader petitement, on peut inverser l'investissement de la croissance. Je vous ai dit, un arbre s'investit vers le haut, donc à gauche. Voilà, structure qui a une bonne reprise. Je continue sur le tronc, j'investis sur le tronc. Au centre, eh ben, j'investis sur les branches les plus basses. Donc ça, c'est pas très bon signe, mais bon, ça veut dire qu'il y a des ressources accessibles. Mais j'ai raté un petit peu la réussite de mon arbre. Il va falloir du temps pour que je retrouve une structure qui reparte vers le haut. Troisième cas, le plus à gauche, le plus à droite, pardon, il y a une dégradation, une mortalité de beaucoup de parties, une réduction de la croissance et on va faire appel à des bourgeons dormants pour remettre de la structure, donc des rejets, donc des suppléants pour mieux les qualifier dans leur rôle qu'ils jouent dans la reprise. Donc voilà, c'est pas un oui-non, c'est jamais binaire, hein. C'est quelque chose qui est graduel, mais il y a tout un savoir là-dessus qui existe pour bien qualifier ce qu'on appelle les diagnostics de reprise. Alors, le dernier aspect, ben, c'est Claire disait les racines n'aiment pas être taillées. Alors, elles ont des fois l'avantage d'être cachées, parce que bon, s'il n'y a pas d'herbe qui passe, on ne va pas trop les chahuter, alors que la partie aérienne, elle est toujours visible. Et très souvent, ben, on aime bien les arbres, certes, les végétaux, mais bon, ils nous font de l'ombre, etc. Donc, il y a toujours un problème, alors, dans la pensée un peu générale, hein, tailler, ça lui fait du bien, ça va lui donner de la vigueur, etc. Alors ça, c'est faux. C'est complètement faux. Alors effectivement, il y a un effet booster qui peut tromper. C'est qu'après une taille, on a une reprise qui va donner des feuilles souvent de plus grande dimension. Et comme on a une ablation sur des sections des fois assez importantes, eh ben, on va avoir des allongements la première année qui peuvent être conséquents. Donc on se dit, voyez, ça poussait pas beaucoup, maintenant c'est reparti là. Ben non, c'est pas reparti, c'est reparti sur l'effet local. Et puis, si on regarde au cours du temps, ça va se dégrader rapidement. Ça va retrouver en tous les cas le régime de croissance et de taille foliaire qu'il y avait avant la taille. Si la plante était en mauvaise condition, on pénalise l'espérance de vie. Et très souvent, on peut même observer des repousses après taille qui sont ridicules et voir du dessèchement qui arrive assez vite. Il n'y a jamais une action de taille pour faire du bien à la plante. Il y a toujours une pénalisation. Par contre, on peut bien considérer des contraintes qui demandent, et ça c'est donc une anticipation, mais de la taille ou de l'accompagnement, donc on va appeler plutôt de la conduite. Et donc là, des cas comme ça illustrés, souvent c'est parce que les gens ont trop d'ombre sur leur maison. Alors voilà, une intervention un peu violente. Et ils vont avoir une ombre plus dense les 2, 3 années qui arrivent. Et puis ils vont exposer leur maison à une ambiance beaucoup plus chaude, en plus actuellement avec le changement climatique. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'arbre n'est pas rancunier, parce qu'il repousse, il revient, même s'il y a des limites à tout. C'est-à-dire que la contrainte, on va le voir, ça a ses limites. Il n'est pas rancunier, mais voilà, il ne peut pas faire plus que ce qu'il a à disposition en termes de ressources, voire de réserves. Donc, dans les contraintes qu'on rencontre, qu'elles soient à la ville ou dans d'autres domaines, dans le milieu forestier, la plante, au cours de sa croissance, va réguler la compétition avec ses voisins et donc sa ramification va entrer en compétition et donc la forme résultante va prendre en compte le constructure qui est pas malléable
et c'est plutôt occulte. Donc, c'est un écran un peu fort et assez violent pour l'arbre. Donc, très souvent, on intervient. Alors, il y a de la taille de formation pour anticiper la mise en place de bâtiments ou la mise en place de végétation par rapport à des bâtiments existants, hein, puisqu'on a les deux systèmes. Et voilà, on a des fois des incompréhensions dans la réactivité de l'arbre. Si on est tête et qu'on ravale sur les côtés par rapport à une gêne, hein, là, qui est le voisinage bâti, ben, si on fait les deux opérations, ben, forcément la plante va revenir sur les points de coupe, hein, autant le long du tronc, et donc augmenter le problème de voisinage que sur le dessus. Alors que si on fait une taille sur le prolongement qui va vers les façades et qu'on laisse la plante absorber et continuer son développement vers le haut, on aura de moins en moins de réactions et donc de moins en moins d'interventions, donc des économies aussi. Donc l'anticipation et la conduite par rapport à l'objectif qu'il faut fixer dès le départ est très très importante. Alors, l'autre idée, et alors là, j'ai été récemment là, dans des lieux qui ont subi des coups de tempête. Alors, les arbres sont tombés, les arbres ont cassé, puis tous les arbres, enfin, un grand nombre d'arbres qui n'étaient pas tombés, ben, ils ont subi un étêtage. Comme quoi, si l'arbre est grand, ben, il est dangereux. Ben, si l'arbre est grand, non. Un arbre se construit, il construit son architecture en répondant alors à la fois aux ressources, ce qu'on a évoqué précédemment, mais aussi à toutes les sollicitations. La sollicitation de son propre poids, ça, c'est le premier truc, parce qu'on met de la charge directement année après année. Mais aux sollicitations du vent, il y a toujours un petit peu de vent. Donc, on met un poids supplémentaire dès qu'il y a un petit peu de vent. Alors, forcément, ça limite là aussi, ça reste quelque chose qui va tenir à des grands vents. Puis, si le vent est supérieur à la capacité de résister, ça va tomber. Ce n'est pas pour autant qu'il faut étêter tous les arbres. D'autant plus que ces formes de taille, eh ben, si on s'adresse à des arbres qui sont en croissance réduite ou en difficulté de croissance, eh ben, on va avoir des problèmes de repousse simplement, et donc des dessèchements comme il y a sur le... Là, ça a desséché dans l'année suivante l'étêtage, voilà, de toute la structure ici. Alors, on a le référentiel à côté, hein. Donc, vous voyez, on a vraiment descendu le rideau des arbres, et donc forcément, on les a mis dans des situations de rattrapage qui ne sont pas forcément compatibles avec leur état de croissance et leur état aussi sanitaire. Dans ces grosses coupes, ben, on va avoir du mal à refermer par l'activité cambiale, et donc on va avoir une fragilisation qui est provoquée. Donc l'aspect sécuritaire pour lequel on veut lutter, eh ben, on l'aggrave dans beaucoup de cas. La conduite de l'arbre en pépinière aussi, on va provoquer entre guillemets un étiolement, on va faire des allongements très très importants des plantes en supprimant tous les axes latéraux pour qu'il y ait un investissement maintenu et imposé vers le haut, mais du coup on a des problèmes de tenue mécanique sur les arbres quand on va les livrer après. Donc, on va être obligé de les tutorer. Et donc, voilà, des problèmes de conduction. Et voilà, ça pose plein de questions sur la préparation des plants. Je continue sur ce problème-là de la conduite de l'arbre et la taille à la plantation. En revanche, c'est quelque chose qui va permettre de rééquilibrer l'absence de racines par rapport à un volume de feuillage qui va être compatible avec ce qui est supposé se mettre en place dessous. Donc, avec toutes les précautions de préparation du sol et de tout l'aspect racinaire qu'a évoqué déjà Claire, hein, mais voilà, on va utiliser le dessus aussi pour, j'allais dire, redimensionner la plante. Alors, ça peut être bien fait ou mal fait. Et donc là, vous avez un gradient du bien fait de la gauche vers la droite. Donc, ça doit bien prendre en considération l'individu, l'espèce, hein, et puis ne pas tailler n'importe comment aussi en termes de coupe, de type de coupe à mettre en place sur la plante. Pour résumer, moi je dis il faut composer avec l'arbre et son milieu. Alors, je ne suis pas doux rêveur, hein, mais voilà, il faut utiliser toujours la méthode judo, accompagner l'arbre. Alors, je vous ai donné des éléments sur on cherche des plantes, changement climatique, sécheresse, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres éléments très violents qui sont les gels, précoces ou tardifs, des événements tempêtes, coups de vent qu'on a évoqués. Donc, ça veut dire aussi une manière de conduire les plantes, la manière de les planter, de les solliciter, de les préparer. Donc, le tutorage en pépinière, ce n'est pas une bonne truc pour avoir des structures très résistantes. Les sollicitations possibles par la partie aérienne sur les racines pour avoir justement des sollicitations. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que, OK, on a un coup de sécheresse, on a un coup de gel, mais là, ce qui
ce qui arrive de plus en plus, on est en train de l'étudier, c'est la récurrence de ces événements-là. Une sécheresse, OK, la plante va s'en remettre, on va puiser dans les réserves. 2 années successives, 3 années successives, 4 années successives, et c'est ces choses-là auxquelles on va être soumis, mais qu'on est en train d'étudier parce que voilà, on n'a pas tout attrapé dans les manières que les plantes répondent à ces choses-là. Donc, j'ai mis voilà, une petite photo. Voilà, on peut aussi utiliser l'espèce dans son contexte et son rôle, alors attendu ou inattendu. Là, voilà, on a des arbres extrêmement penchés, complètement sollicités par le vent, de manière depuis leur mise en place. Et voilà, ben, ça sert d'abri aux voitures quand il fait très chaud, hein. Et voilà, tout le monde s'arrange. Donc voilà, c'était pour une note un peu rigolote. Voilà, Merci. j'espère que vous avez pu suivre l'ensemble de l'exposé parce que j'ai vu que j'avais une connexion qui n'était pas très très bonne. Alors ça a assuré de temps en temps, euh, mais on arrivait à recomposer les phrases, donc on a réussi à suivre le fil. En tout cas, merci beaucoup parce que je pense qu'on comprend mieux maintenant qu'il y a vraiment une interaction entre la partie aérienne et souterraine de l'arbre. Bah, on comprend aussi pourquoi on voit des petits arbres en ville qui se développent plus en fait, qui sont des essences qui seraient de moyen ou grand développement et qu'on retrouve souvent petites. Et le principe d'anticipation qui est, je pense, très important. Hein, c'est, comme on le dit souvent, le bon arbre au bon endroit. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut déjà comprendre comment le développement de l'arbre va se faire, observer, ça c'est très important. C'est vrai, vous le disiez, toujours observer, analyser. Euh, le- le- L'exemple Ah, là, du c'est moi qui vous colonia est très perds. parlant. Et puis, très intéressant aussi sur le fait qu'effectivement, on va souvent aujourd'hui essayer de choisir des essences adaptées au sec, mais ne pas oublier il faut Ça, mixer c'est limite et ça, c'est choisir. contrainte. Oui, oui. Oui, C'est oui, ça. oui. Ça, c'est un point important. Et ce qu'on aurait tendance à faire, c'est choisir les essences résistantes, mais n'oublions pas que pas mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà, tout à fait. Il y a les résistances et les tolérantes. J'ai pas épilogué là-dessus, mais voilà, il y a plein de stratégies différentes, de reprise de croissance aussi. Alors, des fois, il y a des arbres qui ont des super ressources, très, 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 très efficaces. Et j'adore le sophora pour ça, mais évidemment, on l'adore moins. Parce que c'est une plante qui est capable de trouver des ressources dans des endroits très, très contraints et il pousse et pas de peau. On le veut pas, on veut pas qu'il pousse et donc on lui tape dessus et c'est une essence qui réagit très très mal par contre à la mise en lumière de ses axes et donc avec des aspects sanitaires déplorables. Mais voilà, c'était ma petite pensée pour le sophora. Tout à fait. Et ça me fait penser aussi au fait on en parlera dans le module 4, mais Sophora, on le retrouve en ville, mais c'est vrai que maintenant, on a tendance à dire les essences au sec, mais aussi les essences locales. Alors, grand mot, effectivement, qu'on voit maintenant partout. Oui, Quel est votre avis, vous? On anticipe un peu sur le dernier module, mais je trouve ça oui. intéressant que vous en parliez un peu. Alors je sais pas si j'interviens avant Claire sur l'aspect essence locale, donc c'est tout à fait légitime. Il y a une limite pour moi, c'est que le changement climatique s'applique sur les zones naturelles et donc sur les essences locales. Donc, ça veut dire dans le choix des essences locales, trouver les provenances qui correspondent dans des environnements, contraints au niveau du sol, ça c'est pour les racines, pour Claire, donc des aptitudes en tous les cas à profiter et à attraper des ressources par les racines, mais aussi des plantes qui ont des individus, pardon, ou des populations, du point de vue de, alors si on part du régime hydrique, hein, voilà, qui vont fermer leurs stomates de manière peu rapide, voilà, donc ça entraîne la dessiccation, etc. Donc le côté local est intéressant, mais il ne faut pas dire c'est local, donc c'est bon. Dans le côté urbain, on va amener, par rapport au changement climatique que subit l'environnement naturel, un élément supplémentaire, beaucoup plus chaud, beaucoup plus sec, beaucoup plus contraint, beaucoup plus perturbé. Perturbé surtout en bas. Et donc, cette rupture hydrique que j'évoquais, on va la provoquer parce qu'on va enlever les points qui font chaîne entre l'évapotranspiration et l'absorption. Donc, local, oui, à choisir les provenances.
et ne pas se gêner. Alors, au problème d'invasivité avérée, violente, etc., sachant que quand on est dans le centre d'une ville, pour sortir, voilà, c'est pas forcément facile, même pour les plantes. Donc, voilà, moi, je suis mitigé. Et il y a des politiques qui se mettent en place dans les collectivités d'avoir un pourcentage local, un pourcentage exotique, on va dire. Et de le gérer intelligemment, de ne pas le mettre en périphérie, l'exotique, proche à le lâcher dans le périurbain. Voilà, et donc de penser aussi les surfaces réfléchissantes qui vont réchauffer. Je n'ai pas parlé du côté radiant, mais par exemple, des gros dégâts qui sont observés, c'est les fortes températures. Donc, même si on a de l'eau accessible, la machine foliaire va cramer. Et donc, le système foliaire va se désagréger. Et donc, on a un brunissement, un dessèchement et une brûlure en fait, du système photosynthétique. Et donc, malgré l'accessibilité à l'eau, la plante va être dégradée. Donc, voilà, le mélange est important et les strates. On a fait un petit truc avec Claire dans Plantécité sur ce côté planté de main. Je ne me rappelle plus le titre exact, mais voilà. En tous les cas, le mélange est important et à la fois vertical et en espèce. Donc le Type, local, oui, mais voilà. type biologique, effectivement. Après, le côté local, finalement, il est même la même espèce, c'est prendre effectivement des graines au niveau local pour essayer de trouver la meilleure adéquation entre le contexte pédoclimatique et le végétal, ce que les forestiers font depuis une éternité. Euh, Ceci étant, les forestiers ont été les premiers à introduire des essences qui n'étaient pas locales du tout. Euh, donc, il y a le côté tester les compétences à régénérer naturellement dans un environnement donné, même si l'essence n'est pas forcément locale à l'origine. Parce que on est quand même aussi dans une situation où en milieu urbain, on voit bien qu'on a une très très grosse proportion d'essences qui ont été introduites. Merci les forestiers historiques et les grands arboretants. Et heureusement qu'on les a. Voilà. Donc, pour moi, le mélange, il est la solution. Éviter de lutter contre le côté invasif, c'est éviter de faire du monospécifique. Une stratification, reconstituer, moi, c'est ce que je dis dans les formations avec paysagistes, euh, des trucs bêtes. Il n'y a personne qui désherbe en forêt, hein. La régénération naturelle, c'est bien. On a travaillé sur un parc dans le sud de Lyon avec Yves, où il y avait l'effort de virer tout ce qui était régénération naturelle. Parce que la strate basse, on ne la voulait pas, parce que la transparence, parce que des tas de choses. Ce qu'on vit régulièrement dans nos aménagements, moi je dis, il faut laisser faire, hein. Dans quelques années, on sera ravis qu'il y ait des choses qui veuillent bien s'implanter. Je pense à des aménagements qu'on a vus ensemble avec Yves il n'y a pas longtemps, où finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on a planté, c'est la régénération naturelle qui profite de l'aménagement pour s'installer. Mais ça, on a vécu ça sur la Cité internationale à Lyon avec Frédéric Ségur dans les années 90-2000, où on voyait la régénération naturelle des essences qui venaient du parc de la Tête d'Or venir régénérer dans nos aménagements à nous. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est ce côté, ne pas vouloir sans cesse mater, mais peut-être regarder, observer, prendre de l'enseignement de ce que la nature est capable de faire à certains endroits. On a beaucoup envie voilà, de maîtriser l'être humain, hein. Il y a quelque chose. Il y a une inquiétude sur l'arrivée de la nature en ville, hein. Oui, je pense qu'on a encore des choses à apprendre de la nature. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve pour le module 2 le 9 avril avec nos deux intervenants qui sont Caroline Molly, architecte paysagiste, et Jacques Bouteau, qui est ancien responsable de la gestion du patrimoine arboré de la ville de Tours. On parlera avec eux de l'évolution de la place de l'arbre en ville avec un petit retour historique, des fondamentaux du projet de plantation pour comprendre que c'est un véritable projet de planter des arbres et la gestion des arbres dans une collectivité. Ça, pour vraiment avoir des outils aussi opérationnels pour comprendre comment on gère au sein de la collectivité. Et merci à tous et bonne journée.